Cette image qui nous vient de la RDC, un convoi de l'ONU a transporté la dépouille de l'ambassadeur d'Italie, Luca Attanasio, et de son garde du corps à l'aéroport de Goma pour qu'il soit rapatrié en Italie. C'est près de cette ville du Nord Kivu qu'ils ont été tués hier avec leur chauffeur congolais. C'était lors de l'attaque d'un convoi du Programme alimentaire mondial, attaque attribuée par Kinshasa à des rebelles hutus rwandais, ce qu'ils démentent. Et pour évoquer ce cycle de violence dans l'est de la RDC, nous sommes en direct avec Jason Stearns. Bonsoir, vous êtes directeur du groupe d'études sur le Congo à l'Université de New York. Jason Stearns, combien sont-ils ces groupes armés qui sévissent à l'est de la RDC et quels sont les groupes officiels, on va dire ? Bon, on compte environ 120 groupes armés différents dans tout l'est du Congo. Cela suggère une prolifération dramatique d'acteurs armés actifs dans une zone qui représente environ la moitié de la France. Donc, il est presque impossible à tenir cette complexité dans sa tête. Et ça fait parmi des problèmes. Donc, la nature fractale de ce conflit, le fait que cela arrive aux Africains, si loin de l'Occident, et les gens en Europe, aux États-Unis, ils ont tendance de détourner le regard. Et donc, pour revenir à votre question, la plupart de ces groupes, ces 120 groupes armés, sont très petits, comptant rarement plus de 500 ou 1000 combattants. Ils sont presque exclusivement ruraux, basés dans les zones reculées de l'Est du Congo. Et ils recrutent principalement en fonction de leur appartenance ethnique. Bien sûr, le groupe armé le plus grand ne figure pas sur beaucoup de cartes. Le groupe armé le plus grand, c'est l'État congolais, c'est l'armée congolaise elle-même, qui compte environ 120 000 soldats. Alors on parle de groupes armés qui kidnappent, qui mutilent, qui tuent. Et on rappelle que ce cycle de violence persiste depuis 25 ans dans cette région frontalière de l'Ouganda, du Rwanda, du Burundi et de la Tanzanie. Quels sont leurs objectifs à ces groupes armés ? Comme tout le monde, les combattants actifs dans les groupes armés en RDC ont des objectifs et des motivations variés, je dirais. La survie, la dignité, la défense de leur communauté en font partie. Mais partout dans le monde, les gens veulent ces choses. Donc la question de savoir pourquoi, dans l'Est du Congo, ils choisissent d'utiliser la violence pour atteindre ces objectifs. Donc peut-être je peux cibler quelques raisons. Tout d'abord, le conflit est malheureusement devenu un mode de vie pour beaucoup de gens dans l'Est du Congo, où, comme vous venez de dire, le conflit couvre depuis près de 30 ans maintenant. Donc le conflit est devenu systémique. Une autre raison principale, c'est l'État. L'État, qui est l'acteur principal dans le conflit, a dans le passé largement accommodé les conflits. Sous le président Joseph Kabila, qui était au pouvoir jusqu'en janvier 2019, l'État s'inquiétait de certains de ces grands groupes armés, mais dans la plupart des cas, l'État était assez passif et dans certains cas même complice de la prolifération des groupes armés. Donc on va voir avec le nouveau président Félix Tshisekedi, qui est au pouvoir depuis lors, s'il peut arracher peu à peu le pouvoir à Kabila, comme il est en train de le faire, et rendre plus efficace et plus responsable l'État congolais. Et ce sont évidemment les civils qui en payent le prix fort. De janvier 2019 à octobre dernier, 2127 civils ont été tués dans le nord et le sud Kivu. Et le nombre de déplacés à travers le pays a atteint le triste record de 5,5 millions de personnes. Et il se trouve que plus de 250 enfants orphelins de guerre vivent ainsi actuellement un calvaire sans précédent dans un orphelinat à Kasindi, dans la région de Beni, où ils sont cantonnés après avoir fui les raids des rebelles ougandais des ADF. Jason Stearns, je vous propose de regarder ce reportage d'Amani Alimassi et de Lunage Padoan et on revient vers vous. Dans les bras de Madame des Anges, ils trouvent enfin refuge. Et en l'espace d'un instant, ils retrouvent un peu leur âme d'enfant. L'orphelinat Tukinge Yatima a été créé à l'initiative personnelle de Madame des Anges. Situé près de la frontière entre la RDC et l'Ouganda, il abrite aujourd'hui 251 enfants. Sans père, sans mère et souvent complètement livrés à eux-mêmes, ils sont les dommages collatéraux des nombreux massacres de la région de Beni, des massacres attribués à la rébellion ougandaise ADF. Et tant qu'il y a l'insécurité, les massacres continuent, nous serons toujours concentrés ici à Kasindi et la charge, ce sera toujours permanent et les besoins aussi sera toujours permanent. Nicolas a été recueilli en décembre dernier. Sous ses yeux, toute sa famille a été assassinée lors du massacre de son village. Sa survie est tout simplement un miracle. On fuyait les ADF.
Mon père est allé chercher de la nourriture et c'est là qu'il a été tué. Là, ils nous ont attaqués encore et à l'arrivée de l'armée congolaise, c'était déjà trop tard. Ils ont juste ramassé les cadavres. C'est là que j'ai vu le corps de mon père déjà pourri. Madame Desanges, c'est un peu une nouvelle maman pour Nicolas et les autres pensionnaires. Et comme dans toute famille nombreuse, chacun met la main à la pâte pour aider à faire tourner la maison. Mais la vie est loin d'être facile dans cet orphelinat et le grand cœur de Madame Desanges rencontre bien des embûches. Il n'y a pas de lit. Manque d'espace, de matelas, de nourriture et surtout manque de ressources financières, l'orphelinat est à bout de souffle. Aujourd'hui, il ne dépend que de la générosité des passants ou des églises. Malheureusement, ce n'est pas suffisant. C'est vraiment très difficile au vu de notre grand nombre ici. Nous souffrons beaucoup, imaginez, nous dormons parfois à 4 ou 5 sur un même lit. Nous étudions dans des mauvaises conditions. Parfois, le directeur nous chasse faute d'argent. Nous ne pouvons pas payer. Je n'ai pas de famille, alors qui va m'aider? Le combat de Madame Desanges est encore long, mais elle peut déjà se féliciter de petites victoires. Dès la rentrée prochaine, tous les enfants de l'orphelinat devraient être scolarisés gratuitement. Ils devraient également pouvoir bénéficier d'un centre de santé. Jason Stearns, on a le sentiment qu'il a fallu la mort d'un officiel italien pour remettre les coups de projecteur sur cette guerre oubliée par certains. L'armée congolaise est pourtant présente sur le terrain. Alors comment expliquer que les autorités ne parviennent pas à déloger ces groupes armés? C'est une très bonne question. Je pense que jusque-là, le nouveau gouvernement de Félix Tshisekedi s'est beaucoup focalisé à arracher le pouvoir de son prédécesseur, de Joseph Kabila. Et donc le combat autour du pouvoir a consommé toute l'attention des élites politiques de Kinshasa, qui est à plus de 1000 km de ce conflit. Ils sont en train de réussir ce combat politique à Kinshasa. On espère bien qu'après avoir réussi à prendre le contrôle du gouvernement, ils puissent prendre le contrôle de l'armée et réformer à fond l'armée, parce que l'armée à l'heure actuelle, malgré les courageux combattants qui font partie de cette armée, l'armée principalement est une façon d'extraire des ressources de la population et pas de protéger la population. Donc il faut réformer d'une façon fondamentale et radicale cette armée. C'est un grand défi pour le nouveau président Félix Tshisekedi. Évidemment, il y a cette responsabilité des autorités congolaises, mais il se trouve aussi que les Nations Unies ont déployé depuis 1999 une mission de 15 000 casques bleus sans parvenir à ramener la paix. Est-ce que là aussi on peut parler d'échec? Oui, je pense que le Congo a accueilli la mission maintien de la paix, comme vous venez de le dire, la plus importante et la plus coûteuse du monde. D'après certains, on a versé plus de 40 milliards de dollars depuis 2003 seulement. Donc, d'une certaine façon, c'est un échec. Mais je pense qu'il faut aussi tenir compte du contexte politique. Dans la décennie passée, plus ou moins, la communauté internationale a été relativement mise à l'écart politiquement, malgré cette puissance financière. Et la mission MONUSCO, donc la mission maintien de la paix, est en train de partir progressivement. Donc la leçon à tirer, je pense, est la suivante. La communauté internationale peut aider, ils l'ont fait dans le passé. Ils peuvent aider à la stabilisation, mais on ne peut pas compter sur eux pour être le fer de lance des efforts visant à stabiliser le Congo. Et je pense qu'eux-mêmes, donc les diplomates, les officiels de cette mission, ils diraient que ce n'est pas principalement leur travail, mais c'est celui du gouvernement congolais. Ils peuvent accompagner le gouvernement, mais ils ne peuvent pas eux-mêmes être le fer de lance. Jason Stearns, merci. Je rappelle que vous êtes directeur du groupe d'études sur le Congo à l'Université de New York.